De 350 km/h qui décède de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Tango 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. Après mon baccalauréat scientifique, je suis rentré en classe préparatoire à l'école des pupilles de l'air, donc un lycée militaire de l'armée de l'air, où j'ai préparé le concours de l'école de l'air, que j'ai intégré en 1985 en tant qu'élève officier du corps du personnel navigant. Ensuite, j'ai fait une formation d'élève pilote d'abord à Salon. J'ai été présélectionné pour l'aviation de chasse, où je suis parti à l'école de chasse à Tours, où j'ai été breveté en février 89. Et ensuite, je suis parti en transformation opérationnelle sur la base de Cazaux, où là, nous avions un amphi. Et moi, j'ai décidé de partir sur Jaguar, parce que c'était un avion qui m'attirait énormément, compte tenu des missions qu'il réalisait en Afrique. Ensuite, je n'ai pas fait toute ma carrière sur Jaguar, j'ai fait 3 ans sur Jaguar. Ensuite, je suis passé sur Mirage 2000 de défense aérienne, et puis ensuite, j'ai enchaîné avec des postes en état-major et des postes de commandement sur base aérienne également, avant de terminer ma carrière au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, où j'étais à la tête des écoles de l'armée de l'air. Alors en fait, moi, j'avais pas d'expérience de vol. Je venais juste d'être breveté pilote de chasse. Mais comme je vous l'ai dit, mon choix, c'était de partir sur Jaguar. Parce qu'à l'époque, alors là, je vous parle d'un temps un peu ancien, hein, c'était la fin des années 80. Il y avait un dispositif qui avait été mis en place au niveau de l'armée de l'air française qui s'appelait la Force d'action rapide. Et il y avait une escadre qui appartenait à cette force d'action rapide, c'était la 11e escadre de chasse. Donc il y avait 4 escadrons de chasse sur Jaguar qui appartenaient à ce dispositif. Et l'escadron où j'ai été muté appartenait à ce dispositif. Et je voulais absolument le rejoindre de telle manière à pouvoir voler en Afrique régulièrement, comme je le précisais. Moi, je voulais vraiment faire de l'aviation d'assaut, enfin d'attaque au sol. Le Jaguar, c'est un avion qui a été conçu à la fin des années 1960. L'armée de l'air avait exprimé le besoin pour 2 avions. Un avion de défense aérienne, qui est le Mirage F1, son petit voisin, et le Jaguar, qui était l'avion d'attaque au sol. Donc l'armée de l'air a commandé 160 Jaguars du type qui est derrière moi, le Jaguar A, et 40 Jaguars de type E, qui servaient à l'entraînement des équipages sur ce type d'avion. Tout ça pour équiper 9 escadrons de chasse. Donc un escadron au sein de la 3e escadre de chasse, 4 escadrons au sein de la 7e escadre de chasse et 4 escadrons au sein de la 11e escadre de chasse. Donc la 3e escadre de chasse, c'était plutôt tout ce qui était mission de guerre anti-radar. Il s'agissait d'aller détruire les radars ennemis. La 7e escadre de chasse, c'était de l'assaut conventionnel et de l'armement nucléaire tactique, tandis que la 11e escadre de chasse, c'était de l'assaut conventionnel, enfin, c'est-à-dire armement classique, des bombes, des missiles guidés air-sol, mais pas d'armement RR, si ce n'est l'autodéfense de l'appareil. Il avait un missile pour se protéger, mais il ne pouvait pas faire des missions de supériorité aérienne. Voilà, cet avion, il est rentré en service ensuite en 1973 dans l'armée de l'air. Il a été retiré du service en 2005. L'avion qui est derrière moi est le tout premier avion qui a été construit. Il y a eu 160 avions, mais ils ont eu 5 livrées différentes. Comme c'était le premier, c'était évidemment la première livrée, mais il a servi aux essais en vol du laser qui équipe l'avion, que l'on voit juste derrière moi, c'est le télémètre laser, qui permettait d'avoir une distance entre la cible et l'avion, qui était une information très précieuse pour les équipages avant de délivrer leur armement. Savoir exactement la distance à laquelle ils sont, c'est important pour tirer en particulier au canon ou pour tirer des roquettes. C'était un avion qui présentait un très très gros avantage par rapport à tous les avions qui étaient auparavant en service dans l'armée de l'air, c'est que ça a été le premier avion de l'armée de l'air directement équipé d'une perche de ravitaillement en vol, à part le Mirage 4, mais le Mirage 4 c'était vraiment pour la dissuasion nucléaire, alors que le Jaguar, qui avait vocation à pouvoir opérer très loin du territoire, avait sa perche de ravitaillement en vol intégrée. Contrairement à la famille des Mirages, on ne voit pas la perche. Alors sur le E, on la voit parce que la perche est dans le nez de l'avion, alors que sur le Jaguar A, elle est escamotable. Voilà. Mais l'avion était ravitaillable en vol, ce qui a permis de l'engager sur de nombreux théâtres d'opérations extérieures, en Afrique centrale en particulier et dans les Balkans. Alors la livrée actuelle que vous avez, c'est la livrée qu'il avait lorsqu'il a été livré aux forces, c'est-à-dire un camouflage Centre-Europe. On retrouve dans son camouflage les couleurs naturelles des forêts que l'on a, en particulier en Allemagne. Cet avion, il équipait la force aérienne tactique. Je vous rappelle qu'il a été livré, on était en pleine guerre froide. Donc les objectifs prioritaires des escadres de chasse dont je vous ai parlé précédemment se situaient à l'est du mur de Berlin. Donc là, on est dans un camouflage Centre-Europe. C'est un avion qui était un petit peu la bonne à tout faire de l'armée de l'air. Donc il partait un petit peu partout sur la planète. Et en fonction de l'endroit où il partait, on le peignait
avec un camouflage qui correspondait au théâtre d'opération sur lequel il allait. Alors même quand il allait dans le désert, il y avait quand même plusieurs livrets de camouflage. Certains Jaguars avaient jusqu'à 5 couches de peinture différentes parce que comme ça allait très très vite, les mouvements dans l'armée de l'air à l'époque, on repeignait par-dessus, on n'avait pas forcément le temps de le nettoyer. Il n'empêche que moi, quand j'ai volé sur cet avion dans mon escadron de chasse, donc c'était le 411 Jura à Bordeaux, il était dans une livrée plutôt désertique, une livrée qu'on qualifie de sable, alors que là, dans la dernière affectation qu'il a eue, il était à Saint-Dizier et il avait été renettoyé. Et c'est la raison pour laquelle vous le retrouvez dans sa livrée originelle et qui permet en plus de l'alléger parce que la peinture, ça a un poids et c'est important pour les performances de l'avion. Donc ça, c'est vraiment la livrée Centre-Europe. Alors l'avion était très bien perçu chez ses utilisateurs. En revanche, il y a toujours eu une petite jalousie entre les pilotes de Mirage et les pilotes de Jaguar. Les pilotes de Mirage étaient un petit peu jaloux de cet appareil qui partait partout sur la planète, alors que ce n'était pas le plus performant en termes aérodynamiques. Certaines mauvaises langues disaient même qu'il décollait parce que la Terre était ronde, parce qu'il était un peu moins puissant que les Mirages. Mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai. Et il ne sait pas qu'il est moins puissant, il a à peu près la même puissance qu'un Mirage F1. En revanche, il est beaucoup plus carré, moins aérodynamique. Et il y a certains petits anachronismes sur cet appareil. Par exemple, il n'y a pas d'ailerons. Il y a des élevons pour qu'il puisse partir en virage, par exemple. On n'utilise pas les deux ailes. On n'utilise qu'une des deux ailes sur laquelle on a un élevon qui se lève. Et là, on crée une contrainte aérodynamique qui fait que l'avion part en virage. À la limite, peu importe. Mais c'était un avion qui était très apprécié de ses équipages parce que c'était un avion qui était bimoteur, contrairement au Mirage qui est monomoteur. Mais il avait 2 petits moteurs, donc un peu moins puissants. Il dégradait relativement rapidement sa vitesse, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait des manœuvres un peu extrêmes, il avait un peu de mal à reprendre son énergie du fait de ses petits moteurs. Le Jaguar était un avion très apprécié de ses pilotes parce qu'il avait 2 moteurs. Donc ça, en termes de sécurité des vols, c'est tout de même un vrai plus, surtout en temps de guerre. On a un très bon exemple au musée de l'air avec le Jaguar A91, qui est un avion qui a été touché par un missile solaire au combat lors de la première mission sur Al-Jaber en Irak en 1991. Donc le pilote a pu ramener l'avion grâce aux moteurs restants. Donc ça, c'était un vrai avantage. Alors après, les pilotes de Mirage diront le Mirage n'a qu'un réacteur, mais il est beaucoup plus gros et beaucoup plus robuste. Bon, l'idée de toute façon, c'est de ne pas se faire toucher dans la mesure du possible. Mais cet appareil, malgré tout, avait un petit souci d'aérodynamique. C'est pas un avion qui est très très fin au niveau aérodynamique, et il a une puissance limitée. C'est une puissance limitée qui a été voulue par l'armée de l'air, parce qu'on avait une maintenance qui était facilitée. Je vous l'ai dit, c'est un avion qui est un peu rustique, qui avait vocation à aller sur tous les théâtres d'opération extérieures. Donc, en facilitant la maintenance, on avait une disponibilité qui était bien meilleure sur les théâtres d'opération extérieures. Les Anglais avaient fait le choix d'avoir un avion plus puissant, mais qui avait beaucoup plus de contraintes en termes de maintenance. C'est un appareil qui n'est pas fait pour la défense aérienne, c'est vraiment un chasseur-bombardier, ce qui fait que lorsqu'il dégrade sa vitesse, c'est-à-dire si on doit faire des manœuvres de survie, en prenant beaucoup de facteurs de charge, c'est un avion qui avait du mal à réaccélérer. Il réaccélérait beaucoup moins facilement que le Mirage, qui avec ses moteurs avait une véritable immédiateté de puissance et qui leur permettait de s'extraire peut-être de situations tactiques un peu sensibles. Voilà. Mais au-delà de ça, en termes de plateforme de tir et de confort de pilotage, c'était un avion apprécié, avec une vitesse maximale qui était tout de même un petit peu limitée, ce qui pouvait le rendre vulnérable aux armements solaires, y compris le petit calibre. Donc solaire, je parle des missiles de courte portée infrarouge ou de petit calibre, par exemple la Kalachnikov. On a des avions qui ont été touchés par de la Kalachnikov. Alors les pilotes de Jaguar appréciaient véritablement cet avion, à part cette puissance qui manquait un petit peu, mais c'était un avion qui était très polyvalent. Comme je vous l'ai dit, il pouvait tirer tous les armements dont l'armée de l'air disposait à l'époque. Lorsqu'on était en passe de tir, c'était un avion qui était très stable. De plus, c'était un avion, alors je vais pas dire confortable, parce qu'on est quand même assis sur un siège éjectable, c'est pas le confort d'un avion de ligne, mais c'était une grande cabine, qui est vraiment beaucoup plus large que celle d'un Mirage F1. On avait de la place pour mettre ses cartes, on avait de la place pour positionner tous les matériels divers et variés qu'on pouvait avoir dans l'avion, qui en revanche manquait du confort d'un pilote automatique véritablement très efficace. On avait une petite assistance, mais c'était vraiment un pilote automatique très rudimentaire, qui nous permettait quand même de ranger les cartes ou de les replier en cas de besoin, en cas de changement de mission. Les changements de mission, ça peut intervenir parce qu'on a des nouveaux objectifs à traiter en vol, mais également pour des conditions météorologiques défavorables qui nous amènent à devoir envisager un autre itinéraire. Donc il faut absolument qu'on reprenne nos cartes, qu'on voit un petit peu où on va aller. Donc là, on avait besoin d'un peu de sérénité. Et cette sérénité, elle peut être amenée par le pilote automatique. Et là, il fallait toujours quand même avoir un œil vigilant sur ce qu'allait faire notre pilote automatique, parce qu'on était au balbutiement des pilotes automatiques sur avions d'armes. Encore une fois, nous sommes dans une logique guerre froide. On demandait aux équipages de voler très bas,
Alors, c'était pas pour ennuyer les populations civiles, hein, mais c'était justement pour se prémunir des armements solaires et pour se prémunir d'une surveillance radar de la part de l'ennemi. Plus on vole bas, plus l'avion est difficile à détecter. Donc, nous, on s'entraînait à voler très très bas et le plus vite possible. Et donc, lorsqu'il y avait un impromptu en vol et qu'il fallait le prendre en compte, il fallait tout de même qu'on puisse avoir confiance dans notre matériel. Et c'est là que je vous dis qu'on avait ces petites limites. Mais au-delà de ça, l'avion était très apprécié de ses équipages du fait de la stabilité qu'il procurait au moment de réaliser les tirs. Je venais d'être breveté pilote de chasse sur Alpha Jet, j'avais fini ma transformation opérationnelle, je sors d'amphi, on m'affecte à l'escadron de chasse 411 Jura à Bordeaux. Là, je fais mon circuit arrivé et on me dit, donc avant de voler dans ce bel escadron, vous allez devoir apprendre à piloter le Jaguar et donc partez quelques mois à Saint-Dizier, à l'escadron de chasse 27 Argonne, où vous allez faire vos premières armes sur Jaguar. Donc là-bas, c'était l'académie du Jaguar, donc quelques semaines de cours au sol, quelques missions de simulateur, et ensuite, pour la première fois, on monte enfin sur la bête qui est à ma gauche, donc le Jaguar E. Donc là, je me souviendrai bien entendu toujours de mon premier vol avec mon moniteur, l'adjudant-chef Bourdier, qui était une figure du Jaguar dans l'armée de l'air. Là, tout de suite, c'est un saut, parce que pour la première fois, on monte dans un avion qui a une post-combustion, alors que jusque-là, j'avais surtout fait du Fouga et de l'Alpha Jet, et il n'y avait pas de post-combustion sur ces machines. Le temps passant, on se rend compte qu'on arrive à maîtriser l'avion, mais la première fois qu'on met la post-combustion sur un appareil au décollage, ça change quand même tout de même la vie, et on se dit, je viens encore de passer une nouvelle étape dans l'armée de l'air. Donc, on fait quelques vols avec notre moniteur qui nous apprend un certain nombre de choses, vraiment les balbutiements qui permettent de piloter l'avion. On n'est quand même pas complètement perdu parce qu'il y a beaucoup de points communs avec l'Alpha Jet, en particulier le fait que ce soit un bimoteur, mais un appareil quand même beaucoup plus délicat à piloter, qui nécessitait une certaine finesse de pilotage parce que les moteurs sont des petits moteurs et qu'il s'agit tout de même d'un appareil qui est fait pour faire la guerre et non pas fait pour faire des ronds dans le ciel. Donc il faut être tout de même très vigilant et très organisé dans son travail. Et puis, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, et quand le moniteur juge qu'on est au niveau, on a le lâcher Jaguar E. J'ai fait mon lâcher Jaguar E en tout début août 1989 à Saint-Dizier. Et le 8 août 1989, donc la même année, j'ai fait mon lâcher sur Jaguar A. Donc là, on a vraiment l'impression de passer une étape parce que pour la première fois, on est tout seul dans un avion, on est dans un monoplace de combat. Donc je m'en souviens, c'était le Jaguar A41. Il y avait une météo incroyable à Saint-Dizier ce jour-là. Et lorsque mon commandant d'escadrille, le capitaine Lenné, m'a dit « c'est parti », ça a été un des meilleurs moments aéronautiques de ma carrière. Voilà. Donc l'avion était dans une configuration complètement lisse. Lisse, ça veut dire qu'il n'y avait aucune charge extérieure. Derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a des réservoirs supplémentaires sous l'aile. Donc lorsqu'ils sont remplis de pétrole, c'est à chaque fois 1,2 tonne de pétrole, donc 1,2 tonne à gauche, 1,2 tonne à droite. Ça change tout de même les performances de l'avion. Là, j'avais un avion complètement lisse, donc vraiment très agréable à piloter. Et j'ai pu faire une mission de 50 minutes dont je me souviendrai toute ma vie. On a tendance à dire dans l'armée de l'air, entraînement difficile, guerre facile. Donc nos commandants d'escadrille fixaient à un haut niveau d'exigence les entraînements. Vous parlez de combat, mais le combat, on le fait... Évidemment, on ne tirait pas d'armement réel lorsqu'on faisait des combats entre nous ou lorsqu'on allait traiter des objectifs qui avaient été fixés par le commandant d'escadrille, justement. Mais on avait la même rigueur et la même exigence entre nous, donc entre leaders et équipiers, parce que chacun a un rôle à jouer dans une patrouille de chasse. On avait la même rigueur que celle qu'on a dû avoir ensuite en mission de guerre. De ce point de vue-là, il y avait une véritable exigence, mais on n'était pas dans l'émotion, parce que c'est un vrai métier. Donc ça s'apprend par plusieurs étapes, ce qui fait qu'on découvre des choses en vol, bien entendu, mais on a prévu énormément de cas au sol pendant toute notre phase d'apprentissage. Et on avait tendance, même sur Jaguar, à essayer de parler le moins possible. Une fois qu'on était airborne, qu'on avait décollé, l'idée c'était de ne pas parler, quoi. Moins on parlait, plus on était en sécurité, parce que lorsqu'on parle en terrain, sur le théâtre ennemi, il y a des détecteurs radio de tous les côtés, donc ils savent qu'il y a un signal électromagnétique qui a été émis, donc ils se disent il se passe quelque chose. Si on est en silence radio total
eh bien, on se sécurise encore davantage. Bon, ensuite, il y a les imprévus, et là, on est amené à devoir parler éventuellement. Mais l'idée, c'était tout de même d'avoir le maximum de rigueur dans la préparation de mission, de telle manière à ce que le vol puisse se dérouler sans qu'on ait de dialogue radio possible. Alors, je vous ai parlé de Mont-Lâcher, ça, c'était un véritable bon souvenir. Mais le deuxième moment le plus fort, justement, c'était sur un Jaguar E, comme celui qui est ici. Ça a été ma première mission de ravitaillement en vol. Donc, on était en biplace. C'était le capitaine Namias qui était derrière moi. Et on allait ravitailler sur un tanker. Donc, le tanker, dans l'armée de l'air, c'était un C-135. C'est une version militaire du Boeing 707. Et donc là, on allait chercher du pétrole. Et lorsqu'on se retrouve pour la première fois enquillé, donc enquillé, ça veut dire qu'on a rentré la perche dans un panier qui descend de notre Boeing 707 ou de notre C-135, on va chercher du carburant. Et là, on se dit quand même, je suis au niveau 270, donc ça fait 27 000 pieds, 700 km/h, et je suis en train de prendre du carburant, quoi. Alors que ce matin, je faisais la même chose avec ma voiture. C'est un petit peu particulier. Et là, on se dit, on est quand même dans une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué, même s'il y a eu quantité d'autres missions. Là, ça a été ma deuxième mission la plus marquante sur Jaguar. Et ensuite, les autres missions les plus marquantes, ça a été les premiers entraînements à 150 pieds. Les vols à 150 pieds. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on s'entraîne à voler très très bas. Alors maintenant, ça ne se fait absolument plus, mais à l'époque, ça se faisait. L'entraînement normal se faisait à 500 pieds. 500 pieds, ça fait 150 mètres de hauteur. Et on avait des zones où on volait à 250 pieds. Et dans ces zones à 250 pieds, on pouvait alterner entre leader et équipier pour que, pendant quelques minutes, on aille voler à 150 pieds. Voilà. Mais 150 pieds, c'était même trop bas pour aller délivrer de l'armement. C'était pour se mettre en sécurité, pour apprendre à voler très bas. Mais ensuite, il fallait remonter pour pouvoir délivrer notre armement dans des bonnes conditions. Donc ça, c'était des événements assez marquants, parce que quand on se retrouve à 900 km/h à voler à 150 pieds, donc 150 pieds, ça fait une trentaine de mètres, quoi. Donc là, il faut vraiment être très vigilant. Et ça ne pouvait se faire qu'en patrouille. On était toujours surveillé par le deuxième avion qui pouvait donner un ordre en disant « Attention, danger, cabre, parce qu'il y a un obstacle que tu n'as pas vu ou parce qu'il y a des oiseaux que tu ne vois pas. » Voilà. Mais là, on ne fait que regarder dehors quand on est à 150 pieds. Là, on regarde pas ses cartes et ses instruments de vol. Alors tous les appareils de combat ou même les appareils civils d'ailleurs ont un cockpit unique. Donc le Jaguar a un cockpit différent des Mirage 3, des Mirage F1 ou des Mirage 2000. Donc il est très spécifique, il a un agencement qui lui est propre. Il y a tellement de choses à prendre en compte qu'il faut absolument optimiser l'espace. De plus, cet appareil, contrairement aux autres appareils de l'armée de l'air, est un bimoteur, ce qui veut dire que tous les instruments relatifs à la conduite moteur sont doublés par rapport à la famille Mirage, sauf le Mirage 4 qui était un bimoteur, mais sinon tous les autres Mirages de l'armée de l'air ont été des monomoteurs. Alors, beaucoup d'instruments de bord qui sont communs à l'ensemble des avions, les altimètres, les tachymètres. Le tachymètre, c'est pour la vitesse. Donc tous les paramètres moteurs dont je vous ai parlé, avec des spécificités pour chacun des moteurs. Il y a quelque chose de très particulier quand même que je souhaiterais ajouter sur le Jaguar par rapport aux autres avions, c'est qu'il avait un système de post-combustion modulé, ce qui lui permettait, lorsqu'on sélectionnait ce dispositif, de pouvoir utiliser la post-combustion sans à-coup entre le plein gaz, c'est-à-dire la pleine puissance sans post-combustion du moteur, et l'accession à l'APC modulé. Donc, ce qui fait qu'en ravitaillement en vol, il était très très agréable à piloter parce qu'on n'avait aucun à-coup dès lors qu'on avait besoin de puissance moteur. Il suffisait simplement de rajouter un petit peu de gaz et on passait en post-combustion, alors que sur Mirage, il n'y avait pas ce dispositif-là. Et lorsque l'avion était très très lourd, lorsqu'il avait beaucoup de charge extérieure, c'était un petit peu compliqué à piloter en ravitaillement en vol, alors que le Jaguar était véritablement très très souple de ce point de vue-là. Au niveau du cockpit, la particularité qu'a cet avion, c'est que cet avion mettait en œuvre tous les armements classiques en service dans l'armée de l'air. Donc, il y avait un boîtier de sélection armement qui était très riche et qu'il fallait maîtriser parfaitement pour délivrer l'armement justement dans des bonnes conditions. Mais c'était également un avion qui était capable de faire de la reconnaissance. Vous avez dans le nez une caméra qui est installée de manière permanente, mais on pouvait également porter sur le ventre un réservoir supplémentaire qui avait été aménagé avec un certain nombre de capteurs photographiques. Et là aussi, on avait des dispositifs dans l'avion qui permettaient de pouvoir faire des clichés de très très bonne résolution uniquement de jour. Voilà, donc ça fait partie des particularités de l'avion que n'avaient pas les autres avions. Sinon, pour tout le reste, c'est assez classique, hein. Je vous ai parlé du tachymètre, je vous ai parlé de l'altimètre, je vous ai pas parlé, mais il y a un horizon artificiel comme sur tous les avions, parce qu'il faut qu'on puisse voler en vol sans visibilité, c'est-à-dire dans les nuages, en toute sécurité. Alors c'était un avion très agréable à piloter,
Maintenant, en termes d'agilité, tant que tout se passait bien, il n'y avait pas de souci. En revanche, dès qu'on dégradait un petit peu la vitesse, c'était un avion qu'il fallait piloter très finement pour récupérer de l'énergie. C'est un avion qui est loin d'être surmotorisé, mais dans la génération des avions en service dans l'armée de l'air dans les années 70, c'était assez commun. Mais c'est surtout cette récupération d'énergie qui était compliquée. Et je vous ai expliqué que c'était un chasseur tactique, donc qui a vocation à voler en très basse altitude. Donc, pour récupérer de l'énergie, en fait, il faut qu'on pousse sur le manche pour pouvoir permettre à l'avion de piquer et d'accélérer. Mais si on est très proche du sol, bien entendu, la marge de manœuvre est relativement faible. Donc, il fallait très très bien gérer son énergie avec cet appareil. C'est un avion qui nécessitait une certaine finesse de pilotage, il est vrai. Bien, donc pour la mise en route de cet avion, nous avons à faire un bimoteur. Donc, il fallait mettre les deux réacteurs en fonctionnement l'un après l'autre. On avait des pompes basse pression. Je précise ce point parce qu'on a perdu des avions au début à cause de ces pompes basse pression qui avaient été oubliées d'être branchées par certains pilotes pour raison X ou Y. Il n'y a absolument aucun jugement derrière tout ça. Mais par gravité, le carburant arrivait dans les réacteurs. Mais lorsqu'on mettait la post-combustion au décollage, il y a des moteurs qui se sont coupés et ça a amené à des accidents dramatiques. Donc, la pompe, on mettait les moteurs en fonctionnement l'un après l'autre, après une phase de roulage. Je vous passe les tests faits avec le mécanicien. On s'alignait sur la piste, on vérifiait bien entendu que tous les instruments de navigation étaient bons. Là, on faisait un test pleine puissance. Ensuite, on mettait la post-combustion sur les deux moteurs. C'est différent sur d'autres chasseurs, mais là, comme le Jaguar est un chasseur bombardier, donc qui a vocation à avoir beaucoup de charges extérieures sous les ailes, que ce soit des réservoirs supplémentaires ou des munitions, on vérifiait qu'on avait la pleine puissance. Et une fois que la pleine puissance était checkée, là, on pouvait lâcher les freins et on pouvait décoller. La post-combustion était ensuite coupée à une certaine altitude, qui dépendait des terrains, qui dépendait de la charge de l'avion, qui dépendait de la mission qu'on avait à faire. Et ensuite, la mission se déroulait en essayant d'utiliser le moins possible, bien entendu, la post-combustion, parce que c'est extrêmement consommateur de carburant, mais que l'on pouvait utiliser, bien entendu, pour accélérer sur des runs d'attaque ou pour s'extraire de situations délicates. À l'issue de la guerre du Golfe, il y a eu toute une réorganisation qui s'est faite dans l'armée de l'air. Moi, j'étais dans un escadron qui a été dissous, qui était à Bordeaux, donc il a disparu. Les avions ont été reversés dans d'autres escadres. Et moi, j'ai été muté sur Mirage 2000, sur la base aérienne d'Orange. Donc là, je suis parti du chasseur bombardier vers la défense aérienne. Donc là, j'ai complètement changé de métier. C'était toujours des avions de combat, mais je suis passé du bombardier à la supériorité aérienne. De manière schématique, je suis passé de l'avion vert à l'avion bleu. L'avion bleu parce que c'était un avion qui avait vocation à voler très haut. Donc pour qu'on ne le voit pas, le camouflage qui était retenu, c'était la couleur bleue. J'ai changé d'avion, j'ai changé de mission, mais j'ai également changé de génération d'avion. Parce que là, j'étais sur un avion des années 70, alors que là, je passais sur un avion des années 90, fin années 80, début des années 90, avec des commandes de vol électriques, avec une puissance moteur bien supérieure, avec un radar de défense aérienne. Moi, j'avais absolument jamais travaillé avec un radar, puisque le Jaguar n'en est pas équipé, alors que là, le Mirage 2000 en était équipé. Et je suis parti sur l'escadron de chasse 1.5 Vendée, qui était à l'époque le summum, puisque c'était la dernière version du Mirage 2000 RDI qui venait d'être livrée. Et il a fallu attendre encore quelques années pour que des avions multi-cibles puissent être livrés sur la base de Dijon. Alors quand j'étais en classe préparatoire et que je préparais le concours de l'école de l'air, je lisais déjà pas mal d'articles sur le Jaguar. Et c'était vraiment mon avion coup de cœur, l'avion sur lequel je voulais voler dans l'armée de l'air, au sein de l'escadre de chasse que j'ai pu rejoindre à l'issue de mon amphi. Donc ça représentait vraiment... c'était vraiment mon choix numéro 1. En étant affecté dans un escadron équipé de cet appareil, j'exauçais vraiment un rêve d'enfance, quoi. Je ne vais pas dire que c'était la panacée, mais ça a été vraiment une très grande satisfaction personnelle. Je m'en suis donné les moyens et j'étais content de pouvoir venir à Bordeaux au sein de cet escadron. Alors, quand je suis arrivé au musée de l'air, je savais qu'il était là parce que j'avais déjà visité le musée de l'air à plusieurs reprises et j'étais venu avec mes enfants, je leur avais montré cet appareil. Ils me croyaient pas vraiment quand je leur disais que j'avais volé dessus, mais je leur ai dit si, j'ai bien volé. Non seulement j'ai fait du Jaguar, mais j'ai bien volé sur celui-là. Je vous montre celui-là. C'est pas celui-là sur le monoplace qui est à ma droite, sur le A1. Et d'ailleurs, j'ai vérifié sur mon carnet de vol, le dernier vol que j'ai fait sur cet appareil, c'était le 25 mars 1992, 3 mois et demi avant la dissolution de l'escadron. Donc, j'ai pu faire un vol et c'était un vol en patrouille avec le capitaine Tillero. Et vraiment, j'étais enchanté de pouvoir retrouver cet appareil. J'ai également retrouvé le Jaguar A91, sur lequel j'avais pu voler au sein de l'escadron de chasse 411 Jura également. Retrouvé cet appareil, j'ai également retrouvé le Jaguar A91, sur lequel j'avais pu voler au sein de l'escadron de chasse 411 Jura également.